Piero San Giorgio, bonjour. Bonjour Savage Beast. Alors on est à Genève à nouveau. Eh oui, Du bruit partout, des travaux partout. insupportable la ville. Ouais, de plus en plus, hein. Moi j'ai du mal. Je quitte ma zone pourrie de Catalogne, où je suis dans pleine campagne, où c'est vraiment beaucoup plus calme, même si j'aime pas du tout le comportement des gens. Mais il n'y a pas ces agressions. Puis en fait, agression, on va parler de l'agression du moment, de nos amis russes Ah, contre les gentils Ukrainiens qui ne font de mal à personne. je crois que d'ailleurs, à vrai dire, la plupart des Ukrainiens ne font de mal à personne. Et c'est triste de voir que ce pays, qui aurait pu être un des pays les plus riches d'Europe de l'Est, puis après la chute de l'Union soviétique, car il avait parmi les entreprises et les industries les plus florissantes et les plus à la pointe de l'Union soviétique. Ils avaient les avions Antonov, ils avaient les chantiers navals sur la mer Noire, ils avaient, en plus, l'Union soviétique leur avait donné la Crimée qui n'avait rien à voir avec l'Ukraine dans les années 50. Donc C'était ils avaient Khrouchtchev. toutes les zones balnéaires, ils ont la superbe ville d'Odessa. En plus, la partie ouest de l'Ukraine a été prise à la Pologne par Staline et donnée et attachée à l'Union soviétique, et en l'occurrence à l'Ukraine. Donc c'est un pays qui aurait pu vraiment se développer. Malheureusement, contrairement à la Russie de Poutine, il faut le dire, il ne s'est pas libéré de ces oligarques qui sont des brigands, qui sont des pourris, et qui se sont très rapidement mis à la solde des États-Unis, qui sont aussi menés par des brigands et des pourris, mais d'une manière un peu moins directe qu'en Ukraine. Et malheureusement, le peuple ukrainien, il a stagné dans une forme de pauvreté, finalement, et le pays n'a jamais décollé. Et quand une économie va mal, il est très facile de donner la faute aux autres, et donc il y a cette dérive vers l'ultranationalisme qui n'est pas nouveau en Ukraine, puisqu'il date des années 20, des années 40, avec ces mouvements bandiéristes, ces mouvements nationaux-socialistes carrément nazis. Voilà. Et donc, quand on est dans cette situation, il est facile de trouver un ennemi. Alors pour eux, forcément, ce n'est pas les juifs, comme chez les nazis de l'Allemagne hitlérienne, puisque les oligarques ukrainiens, ce serait quand même assez difficile pour eux de donner la faute aux juifs. Donc ils ont donné la faute aux minorités russes, qui sont quand même une minorité de 30% de la population. Et bref, donc ce n'est pas la population ukrainienne qui a agressé la population ukrainienne d'origine soi-disant russe, alors que génétiquement, ils sont assez similaires, hein, il n'y a pas vraiment de différence. Mais enfin, il y a la langue, il y a une certaine culture, etc. Et puis finalement, depuis 2014, depuis le coup d'État, la révolution colorée menée par les États-Unis, qui ont chassé un président élu, quand même, certes, qui était capable de faire le ménager la chèvre et le chou entre la Russie et l'Europe, eh bien, ils ont mis en place un régime politique pro-américain. Et parce que le département d'État des États-Unis est dominé par des descendants de gens qui ont fui la Russie à cause des pogroms de la fin du 19e et début du 20e siècle, eh bien, il y a une haine ancestrale complètement délirante et complètement incroyable du département d'État aux États-Unis qui utilise l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie, qui, je le rappelle, hein, chez beaucoup de politiciens, de théoriciens de géopolitique aux États-Unis, la Russie doit être démantelée pour permettre la domination totale sur le monde des États-Unis, qui est une illusion, puisque les États-Unis sont un pays en perte de vitesse, en effondrement économique avancé, surendetté. Mais justement, à cause de tout ça, je pense qu'il y a un vent de panique qui fait que eux savent que la Chine sera la prochaine puissance dominante dans le monde et qu'il faut absolument attaquer la Russie, qui est peut-être plus attaquable, croit-il, et que la Chine directement. Et donc, il faut l'affaiblir en utilisant l'Ukraine. Sauf que, face à eux, ils ont des gens
Ils ont certes un pays avec ses faiblesses, hein, la Russie est un pays avec des faiblesses, mais quand même, ils ont une caste dirigeante qui est compétente et qui a surtout une volonté de faire, de ne pas se laisser faire, et qui a déterminé depuis très longtemps quelle était la ligne rouge, c'est-à-dire la ligne rouge pour la Russie, c'est que c'est une Ukraine l'Ukraine ne peut pas être dans l'OTAN, tout comme la Finlande ne peut pas être dans l'OTAN, et pour eux, c'est un danger existentiel. Une Ukraine ou une Finlande, par ailleurs, qui serait dans l'OTAN, avec donc des missiles ou des forces mobiles à quelques centaines de kilomètres des plus grandes villes russes, et donc de la plus grande population russe, c'est avoir un couteau sous la gorge. Et donc, ils préféreront toujours faire une guerre plutôt que de se retrouver dans une position indéfendable. L'Ukraine et la Russie, c'est probablement une frontière de 1500 km, probablement plus. Avec en plus ces minorités du Donbass qui ont été attaquées par l'Ukraine depuis longtemps. Parce qu'on est très content de reconnaître le Kosovo indépendant, mais quand les minorités russes d'Ukraine veulent être indépendantes, là on n'est plus d'accord. Donc il y a une inconsistance de la part de l'Occident qui est tout corrompu et pourri depuis longtemps. Et de même pour l'Ukraine, il y a 800 km de frontière entre l'Ukraine et la Russie. La Russie ne peut pas se permettre que sur ces 800 km soient placées des forces américaines ou de l'OTAN, des missiles nucléaires potentiellement, comme les États-Unis prétendent le faire en Pologne. Mais au moins entre la Pologne et la Russie, il y a la Biélorussie, et donc il y a un tampon. Et la Russie a toujours voulu avoir des tampons, des pays tampons, qui la protègent, parce que historiquement, rappelons-le, sur les 2 derniers siècles, c'est quand même la France qui essaie d'envahir la Russie, c'est l'Angleterre alliée à la France et la Turquie qui essaie d'envahir la Crimée, c'est aussi l'Allemagne, 2 fois, qui entre en guerre contre la Russie et l'Union soviétique plus tard. C'est quand même la guerre froide, que du point de vue soviétique, on peut ne pas apprécier, c'est mon cas, je n'apprécie pas les politiques constitutives de l'Union soviétique, évidemment, mais d'un point de vue géostratégique, la Russie, quand on regarde une carte et qu'on la centre sur Moscou, on voit qu'elle est entourée du Japon à l'est, des pays asiatiques en grande majorité qui lui sont concurrents et défavorables. On a l'Asie centrale avec l'Inde qui est quand même éloignée, c'est un allié mais c'est un neutre, mais on voit quand même le Pakistan, ami des États-Unis, l'Iran, à l'époque du Shah qui était quand même ami des États-Unis, la Turquie qui est dans l'OTAN et toute l'Europe de l'Ouest qui s'est étendue en plus vers l'Est après la chute de l'Union soviétique, donc la Russie se sent encerclée. Eh bien voilà, cette guerre, moi je ne pensais pas qu'elle allait arriver tout de suite comme ça, je ne pensais pas que ça allait être dans l'intérêt de la Russie de la faire aussi vite, mais il faut croire qu'ils avaient des informations sur l'imminente attaque ukrainienne contre le Donbass, mais aussi sur et ça on ne pouvait pas le savoir, mais sur ce grand nombre de centres de recherche biologique, de ces laboratoires qui développaient des armes biologiques en Ukraine pour le compte des États-Unis. Et ça c'est quand même scandaleux, parce que tous les pays ont signé des traités où on interdit le développement de ces armes, qui sont dangereuses, parce que les virus, on l'a vu, peuvent paralyser une économie, sinon tuer beaucoup de gens. Donc c'est une situation terrible, et donc c'est pour ça que je le dis, il faut être moralement du côté de la Russie. Ouais. Il faut espérer la victoire de ce pays. Et j'espère que c'est bientôt fini. Normalement, nous sommes en mi-mai 2022. Je pense que là, le terme est bientôt là. Disons, c'est une progression terrestre où ils épargnent un maximum de civils. Donc c'est clair que ça va lentement. En fait, ce qui est plutôt inquiétant, je dirais, c'est le comportement au niveau de l'Europe, de tous les pays. Donc bon, la Suisse, on l'a vu, a vendu son âme au diable pour 47 milliards de dollars. C'est le prix de notre neutralité. Et ils en sont fiers en plus. Donc, et si on regarde un peu la consistance de ce qu'il y a en Europe, je ne sais pas si tu l'as vu en Suisse, mais je m'en suis rendu compte par rapport aux discussions que j'ai avec des gens qui sont en Belgique, en France et tout ce que je vois en Espagne. Il y a une augmentation de la répression de tous les côtés. Tout est fait pour prendre l'argent aux populations par tous les moyens inimaginables et possibles. La dernière en date en Espagne, par exemple, ils ont changé les vitesses de dépassement. Avant, tu avais une tolérance pour pouvoir dépasser. Maintenant, tu n'as plus cette tolérance. Donc, si c'est marqué 60, tu dois dépasser à 60.
Sauf qu'en 2020, il y a eu, il y a eu quoi? Il y a eu 70 accidents en Espagne en une année, avec 74 morts. Et là, pour le mois d'avril, il y a eu 94 accidents et 90 morts en un mois. Donc on voit que ça ne marche pas. Par contre, ça permet de faire entrer de l'argent avec des amendes. Ça va plus loin que ça. Donc on a eu ce blocus médiatique qui a été fait par rapport à la Russie. Tout ce qui vient de Russie est du mensonge. Donc on est rentré vraiment dans une phase de lavage de cerveau avec le show à l'américaine. En fait, pour moi, l'Europe, c'est une province américaine, rien d'autre, dont on extirpe tout. Et dans sûr. une des discussions que j'avais eues avec des géopoliticiens, en fait, l'Europe est un problème majeur pour les États-Unis, parce que c'est quand même une terre fertile au niveau des inventions, au niveau de tout ce qui se passe. Et ils font tout pour désactiver la puissance de l'Europe. Or, avec toutes les mesures qui ont été prises contre la Russie, on s'est totalement saboté. Et on voit que le début maintenant. Oui. Et ça coïncide avec une période d'inflation liée au renchérissement des matières premières qui sont de plus en plus rares. Ça coïncide avec le moment où la dette n'est plus tenable, parce que puisque la dette des pays et des individus est tellement colossale, lorsque l'inflation arrive, le seul moyen d'arrêter l'inflation, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Or, si on augmente les taux d'intérêt sur une dette colossale, on ruine le pays. Donc il se retrouve avec aucune autre solution que la fuite en avant en imprimant encore plus de monnaie. Et donc finalement, ça va être une fuite inflationnaire. Donc on risque d'avoir une inflation galopante et une récession économique simultanée. Ce qui va être une tuerie pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce qu'ils vont se retrouver sans travail et en plus avec des prix qui augmentent. Donc une problématique littéralement de survie pour la plupart des gens. D'ici 6 mois, une année, nous allons avoir des prix qui vont augmenter de 5% tous les mois, à ce rythme-là, et des chômages qui vont sans cesse augmenter. Et que en plus, on a un phénomène, c'est que si l'État décide d'imprimer de l'argent et de le distribuer à la population pour qu'elle puisse vivre, en faisant des dons, en augmentant les salaires vont devenir moins élevés que l'argent qui est donné par les États. Donc ceux qui ont des salariés devront augmenter leur salaire, donc doivent augmenter leur prix. Et puis en plus, tout cet argent qui est injecté, qui est dépensé, va faire en sorte que l'effet inflationnaire va continuer. Donc on est dans une spirale qui n'a aucune fin, si ce n'est l'arrêt brutal qui est celui soit d'une remise à zéro de l'économie, mais faut-il encore avoir confiance dans la monnaie qui va être sortie, et ça veut dire la perte du pouvoir d'achat de tous ceux qui ont de l'argent, ou alors c'est la remontée des taux d'intérêt, mais ça veut dire la faillite et le défaut de paiement des pays qui sont surendettés. Donc c'est une situation qui n'a absolument aucune solution autre qu'une crise extrêmement terrible. Et c'est pour ça que malheureusement, la guerre, dans ces cas-là, c'est une tentation qui est là, parce que en situation de guerre, je le rappelle, y compris dans la Deuxième Guerre mondiale, où les démocraties, par exemple occidentales, luttaient contre le fascisme, eh bien, quand on regarde les lois qui ont été mises en place par les démocraties pendant la guerre, c'est des lois qui sont en tout point semblables, y compris avec la peine de mort des objecteurs de conscience, etc., et des déserteurs, et tout ce qu'on veut, et de la critique, que on ne pouvait pas critiquer l'effort de guerre français, américain, anglais. Eh bien, les pays en guerre se transforment en dictature toujours. Et donc, ça peut être cette tentation, parce que dans une dictature, on ne peut plus manifester, on ne peut plus protester, on ne peut plus se plaindre qu'il y a de l'inflation, parce qu'on dit il faut se taire, car il faut faire front uni, il faut faire l'union nationale, l'union sacrée contre l'ennemi qu'on va diaboliser, etc. Et moi, je le dis sans peur, mais je pense que si vous nous écoutez, que vous faites partie d'un pays de l'OTAN, si on vous envoie en guerre contre la Russie, vous devez tout faire pour saboter l'effort de guerre et l'effort économique de votre pays pour perdre. Parce que vous êtes le mal, vous êtes l'agresseur, vous êtes le nazi du monde moderne. Et tant pis, mais à un moment, il faut avoir les couilles, le courage de savoir dire non. Et aujourd'hui, le mauvais, les gens, le mal, aujourd'hui, ce sont les démocraties occidentales qui ne sont ni des démocraties,
ni occidentales, elles n'ont plus rien d'européen, elles n'ont plus rien de ce qu'elles ont été dans le passé. Et donc le plus vite elles crèvent, le mieux ce sera. Ah, tout à fait. Bah, disons, hier, je discutais avec un de nos amis communs, l'Orc, et donc lui, c'est un ancien militaire. Et en fait, les armées européennes sont en totale déliquescence. Et en plus, qui c'est qui va avoir envie d'aller se battre contre les Russes? Et de mourir, Voilà. parce que ce sera comme ça. Bon, moi, les Russes, je veux bien être envoyé par les Russes. Hein. Ils ont des femmes très belles, intelligentes, cultivées. Donc, Ouais. c'est une très bonne opportunité d'apprendre une langue supplémentaire. Oui, moi, si vous êtes envoyé au combat contre les Russes, rendez-vous tout de suite. Rendez-vous, passez dans le camp adverse. Dans le camp du bien. Je suis sûr qu'il faudrait développer une légion étrangère russe qui pourrait amalgamer les soldats de l'OTAN, les vrais, ceux qui sont encore professionnels et bien, et passer à l'ennemi, parce que franchement, le camp du mal, c'est l'OTAN, quoi. Bah, l'ennemi, ce sont nos propres autorités. Bien sûr. En fait, on voit en Suisse, tu as vu les dernières lois qui sont sorties où on ne peut absolument plus critiquer les conseils fédéraux, alors que Ouais, c'est bah, je les en- une bande de pignoufs. Je les critique pas, je les Ah, c'est c'est différent. meilleur. Bah, c'est ce qu'ils font tous les jours avec les gens ici. Ouais, hein, exactement. augmenter les impôts, mettre de la pression, faire chier. Ben, on est beaucoup à réfléchir à comment on peut amener nos impôts ailleurs, d'ailleurs. Bah, quand j'avais quitté la Suisse, en fait, moi je suis resté 9 ans dans un brouillard total où nos braves autorités n'avaient pas la moindre idée où j'étais. Et en fait, ils ont envoyé la police menacer mes parents pour avoir l'information où je me trouvais, ce que je faisais. Donc, et ça, c'était en 2005. Ça donne déjà un ordre d'idée. Ouais. Alors, imagine comment c'est devenu maintenant. En fait, la situation est devenue telle. Bon, l'Espagne, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, il y a 2 bombes atomiques américaines qui sont stockées sur une de leurs bases. Ouais. Bon. Alors, ouais. L'Allemagne, la même chose. Donc ça, de toute façon, en cas de conflit avec la Russie, il n'y a pas de miracle, ça va être atomisé. Pareil pour l'Italie, dans le nord de l'Italie, à Aviano, les États-Unis l'ont avoué que pendant les 50 dernières années, ils avaient des bombes nucléaires pour l'aviation basées là-bas, et aussi ils avaient un bataillon de missiles qui était censé ne pas avoir de tête nucléaire, mais ils ont dit que finalement, oui, ils étaient tous avec des armes nucléaires aussi. Ils avaient le potentiel. Donc c'était des cibles, et ni le gouvernement italien ni la population italienne n'ont accepté et d'ailleurs dans leur constitution, il est écrit qu'elles doivent être non offensives. Mais les États-Unis ont dit que finalement, ils n'en avaient rien à foutre de leur constitution, puisque de toute façon, l'Italie, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, d'une certaine manière, comme l'Espagne, volontairement aussi l'Espagne, sont des pays occupés par les États-Unis. Et si peut-être, jusque dans les années 80, les États-Unis symbolisaient malgré tout une certaine forme de liberté de commerce et d'entreprise. Aujourd'hui, quand on voit qu'on est capable, comme ça a été le cas au Canada, de confisquer l'argent des gens qui ont une divergence politique avec le gouvernement, confisquer l'argent sur leur compte en banque, et que l'Union européenne a déjà préparé les lois qui permettent de faire ce qui a été fait à Chypre, c'est-à-dire d'aller piquer entre 5 et 10% de l'argent qui était sur les comptes, voire plus, eh bien on se rend compte que l'Occident, essentiellement les pays de l'OTAN, qui se croient être la communauté internationale alors qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne représentent que 30% de la population mondiale, eh bien ce sont des dictatures, ce sont des kleptocraties. Ils sont prêts à vous voler l'argent sur votre compte en banque le jour où ils décideront que ça vaut la peine. Ils n'ont aucune légitimité. De plus, les élections sont de plus en plus volées dans tous les pays, y compris le mien. Et tout ceci n'a plus aucun semblant. Et la seule chose qui peut nous sauver, c'est cet effondrement que je crois être inéluctable et impossible à éviter. Car dans ce chaos, ils n'auront plus d'emprise sur nous, ils n'auront plus de possibilité. Alors certes, nous serons peut-être ruinés, certes, ce sera extrêmement difficile, mais au moins, nous serons libres. Ouais. En fait, si on regarde, l'effondrement est déjà un stade relativement bien avancé, Oui. même si ce n'est pas visible. C'est-à-dire que c'est la coquille, mais qui s'effondre de l'intérieur. C'est une implosion. Si on regarde la partie financière,
on voit qu'il y a de plus en plus de difficultés à produire de l'argent, à se faire payer, à pouvoir l'utiliser. Il y a de plus en plus de contrôle. Et tout ça, c'est global. Il y a des nouvelles lois qui sont sorties là, en France avec leur nouvelle ministre qui veut mettre les autoroutes à 110 km/h. Mais je ne vais pas payer. Non, mais il faut les mettre à 20. Ouais, mais ça, Tant qu'on y est, il faut mettre à 20 km/h. Comme ça, on est sûr qu'on ne roulera pas et puis c'est tout. Toutes les villes en Espagne, tu dois rouler à 30 km/h. Bah, ici, c'est de plus en plus le cas. Oui, mais l'effondrement, il est pas visible parce que ce qu'on nous montre dans les médias et que, en plus, nous, en Suisse, on est dans un pays assez riche qui peut encore se permettre de payer assez cher l'approvisionnement et d'avoir les supermarchés pleins. Et les pièces détachées, malgré les difficultés, arrivent encore. Mais pour beaucoup, beaucoup de gens en Europe, en Italie, qui protestent de plus en plus, en France et ailleurs, les frigos sont vides à partir du 15, du 20 du mois, à 2 francs 20 le litre d'essence ou de diesel, quand on en trouve, parce que le diesel commence à devenir de plus en plus difficile à trouver. Là, ça devient problématique, car on doit choisir entre manger ou aller travailler ou payer l'essence pour aller travailler, quand il y a du travail. Et que lorsqu'on a des prix qui augmentent aujourd'hui, le gaz de chauffage, en moyenne en Europe, il a augmenté de 54% depuis le début de l'année. C'est énorme. Et là, nous ne le sentons pas parce que nous sommes en mois de mai, il fait chaud, donc on utilise moins le gaz pour se chauffer dans nos maisons. On l'utilise encore pour cuisiner pour beaucoup de gens, mais la facture risque d'être extrêmement salée. On n'en est qu'au début de cette crise. Donc les gens vont simplement pas pouvoir y arriver. Alors est-ce que, là on ne peut pas le savoir, est-ce que ça va aller dans un style comme pour les printemps arabes, où les gens se révoltent et il y a des changements de régime politique, ne serait-ce que de cosmétiques, mais en tout cas des tumultes et des changements, ou alors est-ce qu'on va avoir une confrontation, et c'est ce qui a l'air d'avoir été prévu par les États, puisqu'on voit, en France notamment, où le budget de la police, en fait, a été augmenté pour essentiellement acheter du matériel anti-émeute, du matériel conséquent, alors que c'est un pays, par exemple, pour le cas de la France, qui n'a pratiquement plus de budget et qui est complètement à la ramasse pour la plupart de ses véhicules militaires. Là, ils ont envoyé des canons en Ukraine qui n'auront aucun impact, c'est le cas de le dire, mais il n'y a plus rien qui marche, il manque des pièces détachées, il n'y a pas de roues. Mais en revanche, ils ont acheté pour, je crois, 50 milliards de matériel anti-émeute. Donc ça veut dire qu'ils se préparent à l'affrontement, ils ne vont pas lâcher. Donc on verra bien. Bah là, en fait, on refourgue toute la merde qu'on n'utilise plus en Europe, en Ukraine, et puis on la facture d'une manière ou d'une autre au peuple d'Europe, au peuple américain aussi. Donc on continue la mise en esclavage des gens du terroir en les ruinant financièrement. Et c'est ce qui est en train de se produire et que les gens ne voient pas. Ben, ce qui est marrant, c'est que les États-Unis ont, par exemple, ce mois-ci, en mois de mai, ont livré, en tout cas ont ouvert une note de crédit de 400 milliards pour l'Ukraine, pour protéger les frontières de l'Ukraine, alors que les États-Unis ne sont pas... 400 milliards. 400. Ouais, 400 milliards. Alors que les États-Unis n'ont pas le budget pour construire ce fameux mur qui les protège, eux, des invasions clandestines qui ne coûteraient que 5 milliards. Donc à la fin, on voit que ce n'est que du foutage de gueule, que ce ne sont que des intérêts financiers. L'industrie de l'armement américaine, entre février et mai 2022, a signé pour plus de 1000 milliards de dollars de contrats d'armement. Donc il y a clairement une kleptocratie qui se sert comme au plus grand jour de la kleptocratie de l'Empire romain ou des empires coloniaux. Sauf que, à la différence que nous n'avons plus les énergies pour tout cet argent gaspillé, il aurait dû nous servir pour faire ces fameuses transitions écologiques, énergétiques, ou en tout cas minimiser les problèmes qui ont été créés. Et au contraire, on accélère dans l'erreur, on accélère dans le profit à court terme, et les conséquences vont être d'autant plus catastrophiques. Mais voilà. C'est l'avalanche en fait qui a été déclenchée par le petit caillou. Et puis maintenant, on arrive en fin de course. Il y a toute la montagne qui va nous tomber dessus. Ouais. On va vers des temps extrêmement compliqués. En fait, si on regarde, moi j'avais dit depuis 2008, on est dans du pré-Weimar. À mon avis, maintenant, on est rentré dans la phase réelle de Weimar. Ça continue et ça va aller de pire en pire. Ça va aller très 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 rapidement.
Les Russes ont annoncé qu'il y aurait des pénuries mondiales d'ici la fin de l'année. Je pense que 2023 va être une année explosive pour toute l'Europe. Oui, on parle beaucoup de famine et certainement de pénurie alimentaire. Alors il faut savoir qu'il y a une inertie. Par exemple, aujourd'hui on parle par exemple en France de rationnement de l'huile de tournesol. C'est absurde d'un point de vue d'offre et demande, puisque l'huile de tournesol qui vend aujourd'hui, c'est celle qui a été produite en été 2021. On produit l'huile lorsque évidemment les récoltes de tournesol en l'occurrence se font. Elles se font en juillet en général, peut-être en août, mais elles se font en l'été. Et donc cette huile, elle est encore largement disponible, puisque nous ne sommes qu'en mai. Donc les récoltes de 2022 elles vont arriver en juin, août, et l'huile de l'année 2022 va arriver pour rentrer dans les stocks en 2022, pour toute l'année 2023. Et en fait, ça veut dire qu'ils savent très bien qu'elle va être catastrophique. Ils savent très bien que... Alors, l'huile de tournesol, en l'occurrence, c'est parce que le premier producteur mondial, c'est l'Ukraine. Mais c'est un symbole, c'est un symptôme. C'est-à-dire qu'ils savent très très bien dans la crise dans laquelle on va. Et donc, ils commencent déjà à rationner dès maintenant pour que la production très faible de 2022, eh bien, espèrent-ils, va suivre va pouvoir tenir le plus longtemps possible, car on va utiliser les réserves de 2021 le plus longtemps possible. Bon, moi, de toute façon, je déteste l'huile de tournesol, c'est dégueulasse, c'est mauvais pour la santé. Et vous n'avez qu'à pas bouffer des trucs frits et dégueulasses comme des frites C'est bon les et frites. des beignets. Moi j'ai fait l'huile d'olive. Alors, utilisez l'huile d'olive. Là, l'huile d'olive, ils n'en fabriquent pas en Ukraine et en Russie. Mais bon, de toute façon, peu importe, car de toute façon, le problème, c'est que pour transporter l'huile d'olive, pour faire fonctionner les camions et autres, il faut du diesel. Et ce diesel, aujourd'hui, est de toute façon cher. Pas tellement à cause du fait que la Russie n'exporte plus. La Russie exporte très 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 peu de pétrole en Europe, et certainement aucun aux États-Unis. Non, c'est simplement qu'il y a moins de pétrole. Ah mais ça, les gens ne veulent pas le comprendre. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on est en train de le dire. Ouais, 10 ans, 12 ans. Et certains depuis 50 ans. On avait prévu qu'autour de 2020, on commence à avoir vraiment les impacts des pénuries de production de pétrole. En fait, si on regarde quand ils ont commencé à sortir les voitures électriques, Tesla et autres, elles s'y intéressaient vraiment d'une manière sérieuse. Ça signifie que les fabricants d'automobiles sont au courant du problème du pétrole et qu'ils ont 2-3 ans pour pouvoir faire une transition. Mais de toute façon, il n'y aura pas assez d'énergie. Et oui, parce qu'en plus, le problème du pétrole, c'est pas simplement que, disons qu'il n'y a pas une production globale qu'on met dans une immense piscine et dans laquelle on se sert. Chaque pays produit son pétrole, qui est d'ailleurs en plus son type de pétrole bien à lui, plus ou moins lourd, plus ou moins facile à raffiner, plus ou moins léger, qui nécessite des transformations plus ou moins faciles, et qui ensuite, en général, sert à sa production, à sa consommation d'abord locale. Alors par exemple, il y a des subtilités. Par exemple, le pétrole vénézuélien est exporté vers les États-Unis pour être raffiné, et ensuite il est réimporté pour la consommation locale vénézuélienne. Ça c'est par exemple de ces absurdités économiques. C'est un exemple du coût de la dépendance aux États-Unis, par exemple, quand on est un pays sous domination, enfin en tout cas jusqu'aux années 90, sous domination américaine. Et c'est pareil pour pas mal de pays qui finalement, même dans d'autres domaines, comme on voit, comme par exemple, je sais pas, la Côte d'Ivoire, que je connais bien, exporte du cacao et du café en Europe pour ensuite réimporter le café torréfié et le chocolat. Bon, mais c'est moins stratégique que le pétrole. Et pour le pétrole, il se peut que des pays qui jusqu'à présent exportaient, comme par exemple l'Égypte, qui produit 3 millions de barils de pétrole par jour, donc c'est tout petit, un tout petit producteur, mais qui ont consommé jusque-là 2, parce que la croissance démographique, parce que la croissance économique. Aujourd'hui, c'est un pays qui en consomme 4, et donc non seulement il ne peut plus exporter, il doit consommer sa production, mais en plus il en importe. Et donc il n'a plus cette exportation qui amenait des réserves de change et finalement du dollar pour acheter de la nourriture. Donc tout devient de plus en plus difficile. Il est vrai que c'est un pays qui est passé en un siècle de 10 millions d'habitants à 100 millions d'habitants. Bon, ça,
Bah ça, il fallait garder sa bite dans son pantalon, hein, je crois. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, c'est un pays qui va redescendre à 10 millions d'habitants. Ou alors, il va en envoyer 80 chez ses voisins. Mais comme la Libye, d'un côté, ça va être compliqué, le Soudan au sud, ça va être compliqué, Israël, je ne suis pas sûr qu'ils vont accepter, bah, ils vont tout envoyer chez nous. Et il faut s'attendre, dans les 2-3 prochaines années, à des dizaines de millions de gens d'Égypte, du Moyen-Orient, du Nigeria, d'Afrique, qui vont essayer de venir chez nous, alors que chez nous, on est déjà en crise énergétique et en crise économique, parce que je fais remarquer à la plupart des gens que la plupart des pays européens ne produisent pas une seule goutte de pétrole et ne font qu'en emporter, et que l'on n'a rien du tout comme industrie. Et donc on va faire quoi? On va aller faire des bateaux à voile pour exporter nos Mercedes?